Le jour se lève sur Rio de Janeiro, un jour historique pour le Brésil car c'est la première fois que des Jeux Olympiques se déroulent en Amérique du Sud. Les Brésiliens attendent avec impatience ces Olympiades malgré la crise qui frappe leur pays. Pour preuve, ils étaient nombreux sur le chemin de la torche olympique, comme ici, dans le quartier de Botafogo. C'est très important pour le Brésil de recevoir ces Jeux. Cela attire tellement de personnes du monde entier. Et le prince, nous allons les recevoir avec beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup d'ambiance pour voir la torche. Nous étions en cours et notre professeur nous a accordé une petite pause afin de voir la torche. C'est très sympa de se trouver dans cet esprit olympique. Professeur ? Oui, en effet, nous étions en classe et j'ai décidé d'interrompre le cours pour voir passer la torche. C'est tellement sympa toute cette ambiance. C'est l'esprit olympique. Arrivée le 3 mai dernier au Brésil, la flamme olympique a sillonné plus de 300 villes, passant de main en main, de relayeur en relayeur. Cette semaine, elle a donc entamé sa dernière ligne droite et comme à Moscou pour les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, le prince Albert II a participé au relais de la torche. Tout un symbole lorsque l'on sait que le souverain est un grand collectionneur de flambeaux olympiques. Il avait d'ailleurs présenté sa collection personnelle à Londres, à la maison de Monaco en 2012, puis 2 ans plus tard, à Moscou, quelques mois avant les Jeux d'hiver. À Rio de Janeiro, la flamme a elle poursuivi son chemin, direction le stade mythique de Maracana, où elle fera bien évidemment une arrivée très remarquée. Quid du nom à présent de celui qui allumera la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture. Ici, plusieurs noms circulent. Les Brésiliens nous parlent de la légende Pelé ou du tennisman Gustavo Kuerten. Émilie Rousseau et Serge Prémont à Rio pour Monaco Info. Elle venait tout juste d'avoir 21 ans quand elle a appris qu'elle allait être porte-drapeau des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Une annonce et une participation qui a changé la vie d'Angélique Trinquier. L'ancienne spécialiste du 100 mètres d'eau a réalisé dans les bassins britanniques son rêve de petite fille. Elle se remémore, pour nous, ses souvenirs olympiques. Ça a été une surprise quand même qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. D'autant plus, surtout la fois où on m'a dit que j'allais être le porte-drapeau. C'est vrai que je m'y attendais absolument pas. Et en fait, j'étais persuadée que lors de l'annonce, la personne concernée était informée. Et c'est vrai que du coup, ça a été une surprise encore plus grande. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Et rien que d'y repenser, à chaque fois, c'est un moment qui me remettrait les frissons. Et j'oublierai jamais ce moment-là qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Fort en émotion, on se sent toute petite, un énorme stress quand même avant de rentrer sur le stade. Et puis après une énorme fierté de porter ce drapeau, le drapeau de mon pays, de Monaco, et de voir la famille, le prince et la princesse dans la tribune, de se voir à l'écran. C'est vrai, on réalise et c'est un moment que j'ai vécu à 200%. Je pense que c'est le rêve de tout athlète, de tout sportif. C'est vrai que c'est la compétition la plus importante qu'il existe. Et d'avoir pu participer aux Jeux Olympiques, c'est un rêve depuis petite qui s'est concrétisé et j'en ai encore les étoiles dans les yeux. Le 100 mètres d'eau, une course que j'appréhendais un petit peu parce que mine de rien c'est une grosse compétition à un niveau très important avec des pays qui sont beaucoup plus importants que nous. Et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu, j'ai stressé, j'étais pas forcément habituée à des compétitions aussi importantes. Donc je pense que le stress m'a joué des tours. Mais après je l'ai bien vécu, j'ai profité, j'ai pris plaisir et je regrette rien de ce que j'ai fait. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est un tout, c'est une compétition, c'est du partage, d'être en plus dans le village olympique avec tous les pays, tout sport, tout athlète. Enfin, c'est une expérience de pouvoir côtoyer tous ces sportifs, c'est inoubliable. Je crois que j'arriverai jamais à couper parce que ça manque en fait. Et alors nager, j'avais moins envie.
J'ai eu besoin de changer, c'est pour ça que je me suis mise au triathlon en fait. Donc j'essaye, je débute, on verra bien. Mais en tous les cas, ça me plaît, je prends plaisir, c'est ludique et c'est l'essentiel. S'il y avait un souvenir à garder des Jeux Olympiques de Londres, lequel serait-il ? Alors sans hésiter, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est vraiment, plus que ma course, c'est la cérémonie d'ouverture avec le fait d'avoir été porte-drapeau dans ce stade, c'est le summum. Toujours en sport, en bref, l'AS Monaco connaît son adversaire en barrage de Ligue des Champions. Comme la saison passée, ce sera un club espagnol, Villarreal, 4e de son championnat l'an dernier. Match aller le 17 août en Espagne, match retour au Stade Louis II le 23. En cas de victoire sur cette double confrontation, Monaco retrouverait la phase de poule de Ligue des Champions. C'est un partenariat qui dure depuis 5 ans. Le Loup est de retour au jardin exotique de Monaco. En plus des échanges concernant les billets couplés du jardin monégasque et du parc Alpha, les deux lieux s'associent pour une 4e exposition consacrée au loup du Boréon. Et cette année, l'exposition prendra de l'ampleur en intégrant la salle Marcel Croenelin. On se rendait compte que les conditions dans la serre Louis Vatrican étaient un peu difficiles pendant l'été, qu'elles ne permettaient pas au Parc Alpha de s'exprimer pleinement. En plus, à vrai dire, les circonstances ont fait que cette salle était libre pendant 2 mois cet été, donc on a bien sûr proposé au Parc Alpha d'occuper et d'investir les lieux. Déjà, toute l'année, même en dehors de l'exposition, la perception de l'intérêt pour les visiteurs, bien sûr en particulier les familles, surtout les familles avec enfants, parce que c'est quand même bien souvent les enfants qui emmènent leurs parents voir le loup. Mais donc toute l'année, à travers l'échange de documentation que l'on fait, on sait à notre accueil qu'il y a un intérêt pour le Parc Alpha. Et dans le cadre de l'exposition, bien entendu, on avait remarqué l'intérêt du public pour l'exposition qui était proposée. Le public pourra s'attarder sur les différents thèmes mis en avant dans l'exposition, du bureau de Jean l'ethnologue en passant par les outils de soins ou encore l'importante frise réalisée avec le soutien du laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret à Nice. On présente vraiment notre travail au quotidien, enfin le travail des soigneurs, à travers donc tous les thèmes développés autour de cette exposition. Et le fil rouge qui est important, on présente 26 photos en grand format de nos loups. Le Parc Alpha présente 24 loups au public actuellement, 2 sous-espèces, des loups gris d'Europe et des loups canadiens. Et cette année, nous avons eu 4 naissances, 4 petits louveteaux canadiens, que l'on peut admirer ici en photo ou à travers un film qui tourne également en permanence. Cette année, l'exposition tourne autour de 5 thèmes. Il y a le loup, la préhistoire, l'étude scientifique du loup, une exposition aussi de divers objets de capture et d'outils de soins pour présenter un peu le travail des équipes du Parc Alpha au quotidien et un espace ludique, pédagogique pour les enfants. Des livres et des cahiers de coloriage sont également à la disposition des enfants dans cette zone qui leur est dédiée. Une exposition à découvrir jusqu'au 28 septembre dans la salle Marcel Croenelin du Jardin exotique de Monaco. L'ouverture de la chauve-souris de Johann Strauss était au programme de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors du concert dans la cour d'honneur du Palais Princier ce jeudi 4 août, sous la direction de John Neschling, un chef d'orchestre né au Brésil, issu d'une famille de musiciens viennois, petit-neveu du compositeur Arnold Schoenberg.
Puis le violoncelliste brésilien Antonio Menezes a interprété le concerto pour violoncelle et orchestre en la mineur opus 129 de Robert Schumann. Enfin, la suite du concert, opus 59 du Chevalier à la Rose de Richard Strauss, a terminé ce concert, le dernier d'une longue carrière de près de 40 ans au sein de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour Christian Sitter, chef de pupitre des percussions. Né à Marseille, Christian Sitter était déjà, à l'âge de 16 ans, percussionniste suppléant à l'Opéra de Marseille. Après un passage à Paris dans la musique de la police nationale, Christian Sitter a intégré l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en 1977. C'est une grande famille et j'ai eu la chance de connaître vraiment des grands musiciens, des artistes comme je disais tout à l'heure, des gens qui m'ont, quand je suis arrivé j'avais 21 ans, ils m'ont beaucoup apporté et je leur dois beaucoup. Parce que quand on arrive à 21 ans dans un grand orchestre, bon, on n'a pas de métier, et vraiment ils m'ont beaucoup aimé. Certains malheureusement sont partis, ont disparu, d'autres sont toujours là. Mais c'est vrai que c'est une ambiance très familiale à Monaco et je me suis vraiment toujours beaucoup plu. Et c'est pour ça que voilà, j'ai fait ma carrière ici. C'est un super musicien, super copain, ami. Donc c'est vrai que ça... Alors là, ce soir encore, mais je pense que c'est surtout à la rentrée que ça va faire drôle. Ça va être à la rentrée. Donc c'est pas un adieu ce soir, c'est un au revoir. Oui, mais il y aura peut-être la petite larme après, je sais pas. Au sein d'un pupitre, surtout quand on est le chef de pupitre, et c'était le rôle de Christian, certains personnages comme lui prennent pleinement conscience de l'importance de l'ambiance, de ce qu'on peut appeler l'esprit d'équipe. Et il y a des clashs, il arrive plein de choses sur 30 ans ou 40 ans de la vie d'un pupitre. Et quand on a un personnage comme lui, une personne comme lui, qui va toujours essayer de temporiser, de remettre vraiment la bonne ambiance, mais avec des petites choses très élégantes. Et franchement, personnellement, il va me manquer. Je resterai toujours dans la musique parce que je compose, c'est un peu ma petite passion. Donc voilà, je resterai toujours dans la musique et puis je viendrai surtout écouter les copains et l'orchestre. Bravo Christian et à bientôt donc parmi le public de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.